Imagine que tu es une jeune fille de 14 ans et tu vis dans une petite ville tranquille en bordure de mer en Australie. Et tu as été invitée pour la toute première fois à une fête d'adolescente. Et donc du coup, tu décides de t'habiller classe. Et tu es un peu stressée, mais tu es très excitée. Alors, tu y vas et ta mère te donne l'autorisation d'y rester jusque 23 heures maximum. Et une fois arrivée là-bas, tu te sens plus grande que d'habitude et confiante. Mais dès que tu rentres, tu te rends compte que déjà que la fête est assez bruyante et il y a beaucoup de musique et d'alcool, avec de la drogue même. Et ça, ce sont des éléments qui n'ont pas été mentionnés dans la fête. Ils ont dit que ce serait une fête bonne enfant, mais il y a quand même de la drogue et de l'alcool. Tu rentres quand même et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de garçons et surtout des hommes beaucoup plus âgés que toi. Tu te fais encercler au bout d'un moment et tu vois que les gens ne veulent pas te laisser tranquille. Et pour une raison mystérieuse, ton corps commence à vaciller, tu commences à perdre le contrôle et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois flou, tu te rends compte qu'un homme s'approche de toi peu à peu et c'est le trou noir. Ce que je viens de vous raconter là et ce qui va suivre, c'est l'histoire de la jeune fille nommée Li, âgée de 14 ans et qui, dans cette fête, a vécu l'horreur absolue. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé par la suite, alors rentrez avec moi dans la maison des killers. Bienvenue dans la maison des killers. Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans la maison des killers, on va parler d'une affaire un peu spéciale, un meurtre d'une adolescente de 14 ans qui a vécu l'horreur. Cette affaire est assez difficile à décrire et à raconter. Alors déjà, je souhaite vous prévenir que ce sera un sujet lourd. Cette vidéo va parler d'un meurtre et de potentiellement plusieurs agressions sexuelles faites à une enfant de 14 ans. Et le meurtre est sordide et il y a de l'injustice. Alors si vous ne souhaitez pas écouter ce genre de récit, parce que je vais quand même devoir aborder des termes qui sont lourds, vous pouvez tout simplement partir, c'est pas grave. Et donc du coup revenir pour la prochaine vidéo sera plus simple pour vous. Maintenant si vous pensez que vous avez le cœur bien accroché, alors je vous invite à rester et à découvrir l'injustice qu'a vécu cette pauvre enfant. C'est parti, on va commencer tout de suite. Li est née le 24 juillet 1975. Sa vie, pourtant brève, était pleine de projets, d'espoir, de week-ends simples, passés entre copines, et d'un rêve, devenir vétérinaire. Dès son plus jeune âge, Li n'a pas eu une vie très stable. Pendant plusieurs années, elle a été élevée par sa grand-mère. Puis, après le divorce de ses parents, elle est retournée vivre chez sa mère, avec sa petite sœur Jaycee et son beau-père Brad. Ensemble, ils s'étaient récemment installés dans une petite maison située à Fern Bay, un coin tranquille non loin de Stockton. Li était en classe de 4e au lycée de Newcastle. Elle aimait l'école. Ce n'était pas une élève perturbatrice, encore moins quelqu'un de marginal. Elle changeait souvent d'établissement à cause des circonstances familiales, mais elle gardait une énergie positive. Sa grand-mère la décrivait comme une ado typique, gentille et rieuse. Li adorait passer ses vacances scolaires à Killaben Bay chez cette même grand-mère et y retrouvait sa cousine et meilleure amie Tracy. Ensemble, elles allaient au cinéma, faisaient du roller et traînaient dehors comme deux adolescentes inséparables. Malgré les difficultés de la vie, Li était une battante. Elle voulait devenir vétérinaire parce qu'elle adorait les animaux. Elle rêvait d'un avenir simple, avec des études, un métier, une vie. Une vie qu'elle ne connaîtra jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Li n'était pas une marginale, ni une fille à problème, comme certains l'ont insinué après sa mort. Non, c'était une adolescente de 14 ans comme tant d'autres, une jeune fille pleine de vie,
à peine sortie de l'enfance, encore fragile, encore naïve. Et cette fragilité, certains vont malheureusement s'en servir contre elle. Très bien, maintenant la présentation est faite, on va passer aux faits et donc du coup, Lee va se rendre à sa fête. Le 3 novembre 1989, Lee, âgée de 14 ans, se rend à sa toute première fête d'adolescente. Elle a reçu une invitation manuscrite et sa mère, rassurée par la promesse qu'il y aurait des adultes responsables, lui a alors donné la permission de rester jusqu'à 23 heures. La fête se tient dans un vieux bâtiment du club de surf désaffecté à North Stockton, en bord de plage. Ils sont une soixantaine de jeunes, peut-être un peu plus. L'alcool coule à flot, la fumée du cannabis flotte dans l'air et certains, à l'étage ou dans des coins sombres, passent à des actes beaucoup plus intimes. Lee, quant à elle, est impatiente. Elle veut s'intégrer, vivre cette première expérience comme les autres. Une bouteille de whisky lui est alors offerte. Elle va donc mélanger cette substance avec du coca. Et en quelques verres, elle est complètement ivre. Trop vite, trop fort, elle ne maîtrise presque plus rien. C'est à ce moment-là qu'un garçon de 15 ans, connu plus tard sous le pseudonyme de NC1, lâche alors à un autre participant « Ce soir, on va la saouler et on va s'amuser ». Et un peu plus tard, il dit alors « Je vais aller abuser d'elle, tu vas voir ». Lee, qui est alors inconsciente du danger, sera vue quelques instants plus tard quittant la fête en compagnie de ce garçon, presque quasiment soulevée par lui, tant elle était vacillante. Quand elle revient de la plage quelques minutes plus tard, c'est une autre Lee qui réapparaît. Elle est en pleurs, elle saigne et elle est complètement désorientée. Elle n'arrête pas de répéter avec une voix brisée « Il m'a violée, je le déteste, putain !» Des filles essaient alors vaguement de la consoler, mais aucun adulte n'intervient réellement. Aucun appel, rien. Et alors qu'elle est encore vulnérable, au milieu de cette foule trouble, un garçon plus âgé, Matthew Webster, 18 ans, l'un des seuls adultes de cette fête, s'approche du groupe et il déclare « Eh, c'est une petite salope. Pourquoi on n'irait pas tous essayer ?» Guy Wilson, 19 ans, vient à son tour près de Lee. Il passe un bras autour de ses épaules. Lee se demande alors s'il va l'aider, mais finalement il lui demande froidement « Tu veux coucher avec moi ?» Lorsqu'elle refuse, il la pousse au sol. Puis les autres garçons entourent Lee. Ils crient, ils l'insultent, lui donnent des coups, lui verse de la bière sur la tête, lui crache dessus. Tout ça au milieu d'une cinquantaine de personnes. Et personne n'intervient, personne ne fait absolument rien. Après plusieurs minutes d'agression, Lee réussit à se relever. Elle chancelle, elle ramasse une bouteille vide et la jette maladroitement dans leur direction. Elle ne touche absolument personne. Et en réponse, cette bouteille lui est relancée. Elle l'évite ou alors la prend à la jambe selon les témoignages. Elle s'éloigne alors seule vers la plage, le regard vide. Et à ce moment-là, il est environ 22h30. 20 minutes plus tard, 22h50. Brad Sherman, le beau-père de Lee, arrive au club de surf pour venir chercher Lee comme prévu. Mais Lee n'est plus là. Il demande autour de lui, personne ne sait, personne ne répond clairement. Alors il cherche partout, avec quelques jeunes de la fête. Rien. Il finit par repartir, pensant qu'elle a peut-être décidé de dormir chez une amie. Après tout, ça lui était déjà arrivé. Mais au petit matin, l'angoisse revient. Il repart, il fouille, il retourne à la plage, et c'est là, dans les dunes de sable, à peine 90 mètres du bâtiment, que le cauchemar devient réalité. Le corps de Lee est là. Elle est allongée sur le dos, nue à l'exception de ses chaussettes et de ses chaussures. Son short et sa culotte sont baissés autour de sa cheville droite. Son soutien-gorge, retourné et tordu, est retrouvé plus loin. Sa chemise et son pull sont ensemble à l'envers, imbibés d'alcool autour d'elle, et les buissons sont écrasés. L'invitation à la fête
toujours dans sa poche. À côté de son corps, une pierre ensanglantée de plus de 5 kilos est retrouvée. Du sang éclaboussé jusqu'à près de 3 mètres de distance, ce qui montre qu'elle a été littéralement massacrée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Comment est-ce qu'une fille qui va à une fête peut finir dans un tel état? Bon, il est temps de passer à l'autopsie et on verra peut-être les réponses à nos questions. Le rapport d'autopsie est glaçant. Lee est morte à la suite de plusieurs coups violents à la tête, portés avec une extrême brutalité. Fracture du crâne, lésion cérébrale, mais ce n'est pas tout. Son corps porte des marques d'un étranglement, des pressions au niveau du cou, mais cela n'a pas été la cause directe de la mort. Elle a aussi des ecchymoses internes, à la mâchoire, aux côtes, au foie, au rein droit. L'ensemble de ces blessures révèle un acharnement. L'autopsie montre également que Lee a été agressée sexuellement de manière extrêmement violente. Ses organes génitaux présentent de profondes lésions, déchirures et hématomes. Selon le médecin légiste, il est probable qu'un objet dur, peut-être une bouteille de bière, ait été utilisé pour la blesser à cet endroit. Et enfin, son taux d'alcool dans le sang est mesuré à 0,128, un niveau considéré comme beaucoup trop élevé, surtout pour une adolescente de 14 ans. Ce niveau implique une altération sévère des capacités de jugement et de coordination. Ce corps qui a été retrouvé à l'aube ne raconte pas simplement un meurtre, il hurle une nuit de souffrance, d'humiliation, de douleur, de violence inhumaine. Après cette autopsie absolument terrifiante, la police et les enquêteurs se mettent sur l'enquête pour retrouver celui qui a osé faire vivre l'horreur à cette pauvre enfant. Le lendemain, une équipe de 20 détectives est mobilisée, dirigée par le sergent détective Lance Chaffee. Très vite, la police comprend que cette fête n'avait absolument rien de bon enfant, qu'elle a été le théâtre de violences, d'abus, de silence, et que Lee n'était pas la seule cible. Les interrogatoires s'enchaînent, des dizaines d'adolescents sont convoqués, mais face aux policiers, beaucoup se ferment, mentent, se contredisent, ou prétendent ne rien savoir. Certains affirment vivre dans la peur, d'autres disent avoir vu, mais pas compris. L'enquête s'enlise. Malgré cela, 3 noms ressortent très tôt. Le premier, c'est Matthew Webster, 18 ans, l'un des seuls adultes présents. D'abord calme, presque détaché, il reconnaît avoir versé de la bière sur Lee, mais nie tout le reste. Son comportement intrigue, il change plusieurs fois de version. D'abord, il prétend être allé dans un pub après la fête, puis il avoue qu'il s'est simplement promené. Ensuite, il y a Guy Wilson, 19 ans, qui est le videur improvisé ce soir-là. Et il reconnaît avoir poussé Lee au sol et lui avoir versé de la bière dessus, l'avoir insulté aussi. Mais il nie toute participation à son meurtre. Et plusieurs témoins l'ont vu faire partie du groupe qui harcelait Lee. Et le dernier, c'est ce garçon de 15 ans qui est nommé NC1, dont l'identité est gardée secrète pour des raisons légales, parce que vous vous doutez bien qu'il ne s'appelle pas NC1. Il avoue avoir eu une relation sexuelle avec Lee, mais affirme que c'était consensuel. Pourtant, plusieurs témoins affirment le contraire. Ils disaient qu'elle était en détresse, ivre et pleurait, et avoir accusé NC1 de l'avoir violée. Ça, c'était les paroles de Lee. Mais ce ne sont pas les seuls noms qui ont circulé. Très rapidement, des rumeurs explosent. L'un des principaux suspects devient le beau-père de Lee, Brad Sherman, et on l'accuse, sans preuve, d'avoir une relation inappropriée avec elle. Une rumeur qui a été répétée tellement de fois que même la police finit par la considérer comme suspecte. La communauté est sous tension. Les adolescents présents à la fête refusent de coopérer et les parents s'indignent. L'affaire semble sur le point de s'écrouler jusqu'à ce que Webster craque. Le 16 février 1990, lors d'un 3e interrogatoire, Webster s'effondre et murmure « Bon, je l'ai fait. Je n'arrive pas à y croire, mais c'est arrivé. » Incroyable, après des semaines de dénégation, Matthew Webster finit par tout dire.
Face aux enquêteurs, il décrit une scène glaçante. Il raconte avoir croisé Lee alors qu'il cherchait sa réserve de bière dans les dunes. Ils auraient marché ensemble vers un endroit isolé près des marais salants. Là, il dit lui avoir arraché ses vêtements et l'avoir agressé sexuellement. Et lorsqu'elle l'a repoussé, il a paniqué. Webster confesse l'avoir d'abord étranglé brièvement, puis avoir saisi une énorme pierre pour l'achever. Il a dit « Je pensais qu'elle allait tout raconter, alors je l'ai fait, je l'ai tuée. » Une scène brutale, rapide et impardonnable. Il affirme avoir agi seul, qu'il a ensuite marché les mains couvertes de sang jusqu'à un point d'eau pour se nettoyer, qu'il n'a pas parlé de ça à personne, pas même à ses amis les plus proches. Mais voilà, rien dans cet aveu ne colle entièrement. Les preuves médico-légales montrent que Lee a été frappé à plusieurs reprises, violemment et depuis plusieurs directions différentes. Des traces de strangulation par la main droite alors que Webster dit l'avoir fait de la main gauche. Et surtout, l'ampleur des blessures sexuelles que l'on a constatées sur le corps dépasse de loin ce qu'il admet. Certains témoins disent avoir vu Webster revenir au club accompagné d'un autre garçon. Et d'autres affirment qu'il n'a pas été le seul à quitter la fête au moment critique. Les déclarations se multiplient et les contradictions aussi. Mais bon, ça, la police, ils en ont absolument rien à foutre. Ça, c'est pas important, hein. Ils ont leur aveu, c'est tout ce qui compte. Donc, place aux condamnations. Après les aveux de Matthew Webster, les premiers jugements tombent. Mais au lieu d'un soulagement, c'est l'incompréhension qui gagne. NC1, le garçon de 15 ans, qui avait conduit Lee jusqu'à la plage, est le premier condamné. Il plaide coupable pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne mineure, en dessous de l'âge légal du consentement. Sa peine ? D'abord 6 mois de détention pour mineur, puis réduite en appel à 100 heures de travaux d'intérêt général. Le juge, s'appuyant sur un manque de preuves tangibles, conclut sur des rapports qui étaient probablement consentis d'après lui. Une décision qui, aujourd'hui encore, reste difficile à entendre. Ensuite, Guy Wilson, l'autre garçon qui reconnaît quant à lui des agressions physiques sur Lee, notamment l'avoir poussé au sol, est condamné à 6 mois d'emprisonnement. Et enfin, Matthew Webster, le 24 octobre 1990, plaide coupable du meurtre de Lee. Les accusations d'agression sexuelle, elles sont abandonnées et aucune explication publique. Le procès n'aura même pas lieu, aucune audience, aucun témoin, aucun contre-interrogatoire, juste un résumé lu par un détective. Pour ce meurtre, le juge condamne Webster à seulement 14 ans de prison ferme, suivi de 6 années supplémentaires conditionnelles, pas de perpétuité. Pourquoi ? Parce que le juge estime qu'il existe chez Webster un potentiel de réhabilitation. Et pourtant, malgré tout ce que Lee a subi, aucun autre garçon n'a été poursuivi pour les agressions sexuelles. Aucun de ceux qui l'ont battu, insulté, humilié devant témoins, même l'adulte qui a fourni l'alcool à ses mineurs ce soir-là n'a jamais été inquiété. Les condamnations sont peut-être tombées, mais la justice, elle, semble être restée à moitié muette. Malgré les aveux de Matthew Webster, nombreux sont ceux qui pensent et qui ont du mal à croire qu'il ait agi seul. Son récit, pourtant admis en justice, contenait des contradictions majeures. Il affirmait avoir étranglé Lee avec sa main gauche alors que les traces relevées par les médecins légistes correspondaient à une prise de la main droite et disait ne pas avoir eu de sang sur ses vêtements alors que la scène du crime était éclaboussée à plusieurs mètres autour du corps. Et surtout, plusieurs témoins affirment que Lee avait quitté la fête seul, pendant que d'autres juraient avoir vu Webster partir en compagnie de Guy Wilson. Le pire, c'est que certains éléments médico-légaux laissent penser qu'un objet rigide comme une bouteille avait été utilisé pour agresser Lee, ce qui contredisait les aveux de Webster qui reconnaissait un abus mais minimisait l'acte. En gros, il n'a absolument jamais parlé d'objet rigide, il parlait d'un abus sexuel.
mais pas avec une bouteille ou quelque chose de rigide. Alors, à la question de savoir s'il était vraiment seul, il n'y a pas vraiment de réponse. Et beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'il n'a fait que porter seul le poids d'un crime collectif pour éviter d'impliquer d'autres. Quant à l'enquête elle-même, elle fut vivement critiquée. Des prélèvements ont bien été faits, mais jamais analysés. Des vêtements couverts de sang ont été saisis, sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus. Et quand la famille de Lee a cherché des réponses, on leur a parlé de coûts trop élevés pour relancer les investigations. Une lenteur inexplicable, un manque de rigueur, une désinvolture. Voilà ce que beaucoup ont dénoncé. Même Scotland Yard, que la police australienne aurait contacté pour des analyses, a affirmé n'avoir absolument rien reçu. Les médias, quant à eux, ont joué un rôle particulier. Tout d'abord, ils se sont acharnés à chercher un coupable dans l'entourage de Lee. Son beau-père a même été suspecté à tort. Puis, au lieu de s'indigner des violences subies par une adolescente de 14 ans, les journaux ont mis l'accent sur l'alcool, la drogue, le manque de supervision. Pire encore, la victime fut indirectement blâmée, comme si sa présence à cette fête justifiait un petit peu ce qui allait lui arriver. Le mot viol a peu à peu disparu des titres. L'horreur du crime a été édulcorée. On parlait plus de la peine de Webster que de la souffrance de Lee. Et même après le procès, les zones d'ombre sont restées. Webster a été condamné à 14 ans de prison ferme, puis relâché. Il a tenté de se réinsérer et a été arrêté à nouveau, puis libéré. La mère de Lee a tenté de faire rouvrir le dossier. En vain. On lui a opposé des refus, des délais, des silences. Elle a fini par abandonner par épuisement. Des dédommagements de 29 214 $ et 134 048 $ ont été versés aux parents. De l'argent peut-être, mais pas une véritable justice pour leur fille. Au final, ce qui est triste et ce qu'il faut retenir, c'est que Lee avait 14 ans. Elle rêvait de devenir vétérinaire. Elle allait au cinéma avec sa cousine. Elle passait ses week-ends chez sa grand-mère. Elle faisait du roller. Elle rigolait. C'était une ado, une vraie, avec ses espoirs, ses colères, ses sourires. Et en une seule nuit, tout ça lui a été arraché. Pas seulement par la main de celui qui l'a tué, mais par tous ceux qui l'ont humilié, ignoré, laissé tomber, par une société qui n'a pas su la protéger, par une justice qui n'a jamais tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré l'horreur des faits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre en commentaire votre ressenti et vos pensées pour Lee. Et également à me dire ce que vous voudriez voir en prochaine vidéo. Cette histoire est particulièrement sordide et émouvante, donc j'ai eu du mal à la faire en fait, et j'ai tenu à la faire quand même pour rendre un dernier hommage à cet enfant qui n'a pas mérité tout ce qui lui est arrivé et tout cet acharnement. C'est la raison pour laquelle je vais mettre à la fin de la vidéo une petite minute où il y aura en fait l'image de Lee, et c'est tout, juste une image d'elle qui sera là pour lui rendre un dernier hommage quand même à ma petite échelle. Je vais essayer en lui mettant juste une petite image comme ça à la fin de la vidéo, une minute pour elle, rien que pour elle, sans raconter, sans rien, juste pour son image. Et donc je vous demande de rester, de respecter la minute. Vraiment, c'est peut-être rien pour vous, mais c'est vraiment, ça tient, j'y tiens, vous voyez, j'y tiens beaucoup. Et donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à revenir dans la maison des Killers pour une prochaine vidéo. Et sur ce, au revoir.